Donc, Pierre Rosenberg, qu'on me présente plus, je suis membre de l'Académie française, et donc, pour ma part, j'ai eu le bonheur d'être le voisin à la commission consultative des trésors nationaux pendant près de 17 ans. Voilà. Oh là là, je suis très embarrassé. Je vous ai écouté avec grand plaisir, évidemment. Oui, bien sûr, je suis de l'Académie française. J'ai par ailleurs été quand même longtemps au Louvre, pendant 40 ans, au département des peintures surtout, puis ensuite comme président-directeur. Mais pour vous rassurer, j'ai aussi pas mal fréquenté l'hôtel Drouot, le marché aux puces, le bon vieux marché aux puces, où on allait le vendredi, on allait le samedi, non pas encore le vendredi, enfin, les foires La Ferraille, foires au jambon, tous ces endroits que j'ai beaucoup aimés. Et je dois dire une petite chose qu'on oublie très souvent, ce n'était pas du tout ce que je voulais dire, c'est que les conservateurs du département des peintures, de ceux de ma génération, plus jeunes, un peu plus âgés également, ont tous fréquenté les salles de vente, le marché aux puces. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer que dans leur bureau, ça arrive malheureusement trop souvent, même aujourd'hui, les conservateurs sont loin des œuvres. Au contraire, ils en sont très près. Et au fond, ces collections des conservateurs, vous surprendrez tous. Ils ont en plus, cette collection des conservateurs, un petit mérite, c'est que très souvent, les conservateurs en question donnent leur collection au musée, à leur musée ou à un autre musée, mais les donnent. Ce sont de vraies belles collections qui ont très souvent été faites avec des moyens très limités, car les salaires des conservateurs sont très modestes. Et j'ai vu ces collections se faire. Je peux prendre des exemples. Je me souviens par exemple de Jacques Foucard, le frère de Bruno Foucard, qui vient de mourir et qui avait une magnifique collection fin 19e, ne pouvant pas se payer le taxi qui lui aurait permis de ramener chez lui des œuvres qu'il avait achetées à Drouot et les ramenant sur son dos. Et je me souviens d'une grande femme nue de Carrier-Belleuse qu'il avait dû payer quelque chose comme 3 euros ou 5 euros, ou disons plutôt des francs, puisque c'est l'époque des francs, qu'il a transporté à travers tout Paris sur son dos, une grande femme nue de Carrier-Belleuse, un pastel. Donc, les conservateurs ont... je crois qu'une des qualités pour recruter un conservateur, c'est de lui poser la question, est-ce que vous êtes aussi collectionneur? Et je crois que la réponse est importante. Alors, en principe, le statut des conservateurs, etc. De tout temps, les conservateurs ont collectionné. De tout temps, ils l'ont fait avec les moyens qui étaient les leurs. Souvent, ils ont su, évidemment, prévoir un peu ce qui allait devenir à la mode. Parfois, ils ont un peu triché, c'est-à-dire qu'ils étaient conservateurs aux peintures, ils collectionnaient les dessins ou l'inverse, parce que comme ça, il n'y avait pas de conflit d'intérêts à leur pouvoir leur reprocher. Mais je crois qu'il est absolument essentiel pour un conservateur d'être aussi un collectionneur. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais d'abord m'adresser un peu aux juristes, puisqu'il y avait, avant que je n'arrive, enfin, quand je suis arrivé, des juristes. Vous savez que ma grande passion depuis toujours a été Poussin. Alors Poussin, à mes yeux, est le plus grand peintre français. C'est le plus grand peintre français. Il est très aimé des historiens d'art, il est très aimé des artistes de tous les temps, y compris aujourd'hui, de tous les artistes qu'on aimerait. Mais malheureusement, il a un petit défaut, c'est qu'il est très difficile et qu'il n'est pas populaire. C'est pas un artiste populaire. C'est un artiste difficile. Il a mis la barre très haut. Ses tableaux demandent une connaissance ou bien de la Bible, de la mythologie, ou même parfois de sources beaucoup plus complexes, beaucoup plus difficiles. C'est un peintre difficile. C'est notre plus grand peintre, cependant. Alors subitement, je me suis aperçu qu'il était très populaire, et là je tombe sur mes pieds, parmi les juristes. Vous voyez un étudiant en droit, tous les étudiants en droit, ah, Poussin, l'affaire Saint-Aroman. Et l'affaire Saint-Aroman, peut-être vous vous en souvenez, c'est ce procès qui a opposé le Louvre pendant une quinzaine d'années à des propriétaires, ma famille Saint-Aroman, sur le sujet suivant. J'avais moi-même préempté à Drouot pour 2200 francs, un tableau qui s'était vendu comme école d'Annibal Carrache, maître Reims, commissaire-priseur, Lebel, expert de la vente. Bien sûr, j'étais très fier de mon petit achat, je l'ai publié, etc. Les commissaires-priseurs et l'expert sont venus nous voir au Louvre. Je n'étais pas patron des peintures à l'époque, c'était Laclotte, Michel Laclotte, grand conservateur, très grand conservateur qu'il était, mais j'étais bien sûr avec lui à cette rencontre. Et je me souviens très bien, l'expert et le commissaire-priseur à l'époque disant, nous avons fait, je le cite, malgré que, nous avons fait une connerie, nous paierons. Les Saint-Aroman ont pris un autre chemin, celui de la justice, et ils ont, après cassation, et ça vous parlerez ça mieux que moi, obtenu gain de cause. Et depuis, vous savez que l'erreur sur la substance est devenue une des difficultés que rencontre tout acquéreur à l'hôtel Drouot, et qui fait que nous avons été obligés de rendre ce tableau que nous avions acquis en toute honnêteté, et en un certain sens, nous avions été punis parce que nous savions ce que nos experts ne savaient pas.
enfin, l'affaire Saint-Roman, je voulais la citer en introduction parce que les juristes ici présents, et, quel que soit, dès leur première année, ont entendu parler de Poussin à travers l'affaire Saint-Roman. J'espère bien sûr que d'autres affaires comme ça rendront Poussin populaire. Ce que je voulais dire en introduction, c'est que quelle est, à mon avis, la principale qualité qu'un conservateur du Louvre ou d'un musée français ou d'un musée tout court devrait avoir. Moi, je crois que franchement, pour le recrutement, ça me paraît toujours un critère essentiel, c'est son œil. L'œil d'un conservateur est quelque chose de capital. Il est au service de l'État, bien sûr, cet œil, incontestablement. Mais c'est absolument essentiel, aussi bien pour les acquisitions que pour les donations, que pour ce qui est des restaurations. Capital, le problème des restaurations, l'œil du conservateur dans le domaine des restaurations est absolument essentiel. On a vu dans quelques grands musées, pour ne pas les citer, la National Gallery de Londres, une époque où justement l'œil des conservateurs était faible et a laissé faire des restaurations qui aujourd'hui encore ont endommagé définitivement quelques chefs-d'œuvre de la National Gallery de Londres. Magnifique musée par ailleurs. Donc je crois que pour un conservateur, c'est une qualité absolument essentielle. Et maintenant, justement, pour revenir, je parle tout à fait en grand désordre et pas très longtemps, je vous le promets. Et maintenant, par exemple, aux épreuves du concours pour devenir conservateur, les photographies qui sont soumises aux futurs aux candidats sont anonymes. C'est-à-dire que non seulement la photographie est là, il faut identifier ce que c'est, mais on ne les aide pas aidés. Il a fallu se battre pour que les photographies qui un temps étaient légendées deviennent anonymes. Et je trouve que le fait qu'elles soient anonymes oblige évidemment le candidat à reconnaître, à ne pas confondre Watteau et Pierrot de la Francesca. Donc, oui, je vais un peu loin, je reconnais, je vais un peu loin. Mais donc, je crois que cette qualité de l'œil est absolument essentielle. Et on voit bien, par exemple, quand on connaît un petit peu l'histoire des musées de province, qui m'intéresse toujours, les moments où il y a eu, dans ces musées de province, un grand œil, un conservateur qui avait un œil et qui a mené à bien en 1880, en 1930, une vraie politique d'acquisition audacieuse, et à l'époque, au contraire, où le conservateur directeur de ce musée n'avait pas ce talent. Alors cet œil, évidemment, il est très difficile à définir, et vous l'avez bien tous compris, vous en avez tous parlé ici, vous avez beaucoup parlé à juste raison de l'expérience. Je crois que c'est vrai, l'expérience, elle est absolument essentielle. Il faut la limiter à deux choses. Et la première, c'est qu'évidemment, on n'est plus aujourd'hui spécialiste en tout. Et la spécialisation, c'est considérablement affiné. Autrefois, on pouvait couvrir... J'ai connu l'époque où, par exemple, sur le 17e italien, on pouvait à peu près surveiller tout ce qui paraissait dans le domaine de la peinture en Italie au XVIIe siècle. On pouvait à peu près s'y reconnaître entre Gênes, Naples, etc. etc. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus être un spécialiste de la peinture italienne du XVIIe siècle. Il faut que vous choisissiez ou Naples, ou Crémone, ou Gênes, tellement les choses se sont capillarisées, tellement les choses se sont spécialisées. Très difficile à faire comprendre lorsque vous dînez en ville, que ce que vous avez à dire sur Fragonard, sur Watteau ou sur Chardin, pour prendre des peintres qui m'intéressent, peut avoir un certain intérêt, avec toute la modestie que j'ai beaucoup appréciée dans votre modestie, de dire qu'on ne sait pas toujours, peut avoir un intérêt, mais que votre avis sur Gainsborough ou sur Rembrandt n'a aucun intérêt. N'a aucun intérêt parce que vous pouvez avoir une opinion, mais elle n'a aucun intérêt parce que vous n'êtes pas, c'est pas votre affaire. Très difficile à faire comprendre que avoir de l'œil pour une période ne signifie pas du tout d'avoir de l'œil pour l'ensemble de l'histoire de la peinture, sans naturellement évoquer les bronzes, les œuvres chinoises, tout ce que vous voulez. Alors là, évidemment, c'est encore plus compliqué. Très difficile. En fait, cette notion d'œil est très difficile à expliquer d'une manière générale. Qu'est-ce que c'est? Les gens, quand on me pose la question, j'essaie de le dire, de faire une comparaison, mais je crois que ça a été dit ce matin, mais je n'y étais pas ce matin, faire la comparaison avec le diagnostic du médecin. Le diagnostic du médecin, c'est où il y a une autre comparaison qui est excellente, à mon avis, qui consiste à dire, quand vous recevez une lettre, quand elle n'est pas tapée à la machine, quand elle est manuscrite, vous n'avez pas besoin de vous reporter à la signature pour reconnaître qui vous l'a adressée. Et donc là, c'est la même chose avec un tableau. Vous n'avez pas besoin de vous reporter la signature pour reconnaître l'artiste. La vraie difficulté, c'est quand vous avez une lettre entre les mains qui a 30, 40 ans, c'est-à-dire l'écriture a évolué, l'écriture a changé, là, ça devient plus compliqué. La comparaison avec les lettres, pour expliquer le phénomène de l'œil, je crois qu'elle fonctionne assez bien. Bien sûr, c'est un don. C'est un don, et c'est là que je voulais en venir pour le second point, l'expérience où vous avez beaucoup insisté, l'expérience sur laquelle il faut revenir tous les jours, continuer à l'entretenir, cette expérience, continuer à aller voir les tableaux, etc., etc. Mais il y a aussi la compétence, je veux dire la connaissance technique. Je vais prendre un exemple.
d'actualité. Il y avait sur le marché à Londres un tableau qui représentait la mort de Kyoné, un sujet assez bizarre d'une déesse qui était jalouse d'une autre déesse et qui, pour la tuer, lui lance une flèche empoisonnée sur la langue et elle meurt dans d'horribles souffrances. C'est Ovide, enfin c'est une magnifique histoire. Le tableau me plaisait beaucoup, il plaisait aussi beaucoup à un des grands poussinistes, hélas disparu, qui s'appelait Sir Denis Mahon, mais nous pensions l'un et l'autre que c'était de Poussin, mais on n'osait pas trop le dire, si nous le disions, mais avec tous les points d'interrogation possibles, imaginables. Nous savions bien sûr qu'il y avait un dessin qui pouvait être mis en relation avec ce tableau qui était conservé dans les collections de la Reine à Windsor, mais ce n'était pas suffisant. Ni lui, ni moi, ni personne d'ailleurs, n'avait osé franchir le pas véritablement. Alors on avait un petit peu balayé, préparé les choses. Il a fallu qu'un document d'archives découvert dans les archives de Lyon et qui prouve qu'une mort de Kyoné appartenait à un collectionneur bien connu de tableaux de Poussin, quasiment du vivant de Poussin, soit découvert, ce document, pour confirmer, pour conforter ce qui n'était qu'une attribution. Donc c'était quand même la combinaison entre l'œil et le document qui a permis cette attribution. Je crois que c'est très important. Une chose que je n'ai pas entendu dire et qui pour moi me paraît tout à fait essentielle dans vos métiers, dans nos métiers, car j'estime que les conservateurs exercent le même métier que vous, dans d'autres bureaux, dans d'autres conditions, mais le même métier quand même, celui d'aimer les œuvres d'art et d'essayer de les approcher le plus près possible, d'en trouver la vérité. C'est le problème de la confrontation. Il y avait deux tableaux, l'un était à Cleveland, l'autre à Washington, qui tous les deux passaient comme de Poussin. Des Vierges à l'escalier, une composition archi connue, gravée, grand chef-d'œuvre, 1648, tableau d'une parfaite rigueur, d'une noblesse extraordinaire et en même temps d'un sérieux et d'un tableau qui vous fait réfléchir, qui vous met face à vous-même. Les historiens d'art anglais, qui généralement ne sont pas d'accord entre eux, je veux dire Mahon et Blunt, s'accordaient pour dire que l'exemplaire de Washington était le bon. Et du côté de la France, on penchait pour un exemplaire qui était rentré dans des conditions frauduleuses d'ailleurs, au musée de Cleveland. Et donc tout le monde se disputait. Je vous résumerai pas ici la littérature consacrée à ces deux tableaux. Elle est immense, avec des arguments laboratoires d'ailleurs compris, utilisés dans les deux cas par les deux musées pour prouver que le leur était le bon, repentir, tout ce que vous voulez. Et puis Washington, un beau jour, a pris la décision de réunir autour des deux tableaux, qui est une douzaine de spécialistes de Poussin, autour des deux tableaux. Alors nous sommes arrivés, 9h30, le petit café, comme on fait en Amérique, tout est parfait, petit café, tout le monde se présente, on ouvre la porte, et au bout de 30 secondes, plus de discussion possible, Cleveland, pour l'unanimité, en 30 secondes. La confrontation des deux œuvres côte à côte avait réglé la question très très rapidement. Et je crois que ce problème de la confrontation, de la mise côte à côte des deux tableaux est toujours essentiel. Alors, naturellement, l'exemple est simple puisqu'il s'agissait de deux tableaux de même sujet, etc., etc. Mais même la comparaison d'un tableau avec d'autres tableaux du même artiste est en général décisive. Transporter comme on le fait, et comme j'ai toujours autorisé que ça se fasse, on autorise toujours, transporter au Louvre un tableau d'un artiste avec les tableaux du Louvre, c'est absolument essentiel. Absolument. Dans le cas de Cleveland, d'ailleurs, c'est de Cleveland, Washington, dont je viens de vous parler, c'était très embarrassant. On avait prévu une journée entière pour parler de ces deux tableaux. 30 secondes, c'était fini. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on allait faire? Alors, on a parlé du copiste. Est-ce que la copie avait été faite à Paris? Parce que le tableau, très vite, l'original était arrivé à Paris. Ou encore à Rome, avant qu'elle ne quitte Rome. Elles sont intéressées aux pigments. Évidemment, est-ce que les pigments, etc. Mais l'histoire des pigments, on n'en est qu'au balbutiement sur l'histoire des pigments. On s'est aussi intéressé sur un domaine qui, alors là, lui, est à peu près vierge, les toiles. Est-ce que les deux toiles étaient italiennes ou est-ce qu'il y en avait une française, une italienne? Je sais bien que les toiles voyagent. Alors on a gazouillé pendant la journée, alors que franchement, nous n'avions absolument plus rien à dire. Donc je disais tout à l'heure, je parlais des conservateurs parce que c'est ceux-là que j'ai le plus pratiqué durant ma vie, que j'ai le plus aimé. C'est pas tout à fait vrai. Ceux que j'ai le plus aimé dans ma carrière, ce sont les collectionneurs. Et ce sont eux que j'ai toujours beaucoup aimé. J'en ai pratiqué beaucoup, j'en suis à moi-même. Et je trouve que, je l'ai souvent dit, ça m'est souvent répété, je suis absolument convaincu, je le dis pour vous, car vous n'êtes pas des collectionneurs, ou vous n'êtes pas plus que les conservateurs du Louvre, ce sont les seuls qui iront au paradis.
Ce sont les seuls. Vous avez, mais les collectionneurs iront au paradis, ça j'en suis convaincu. Donc les collectionneurs, je les ai beaucoup fréquentés et je crois que il manque un peu ici dans votre petite réunion. Vous auriez dû avoir quelques collectionneurs qui vous auraient dit leurs affres, leurs questions, ce qu'ils attendent de vous et leur embarras. Ils se tournent de plus en plus vers les musées, j'en suis ravi. C'est un peu, ils se tournent vers les experts aussi, je pense. Je ne sais pas s'ils le font toujours. Et voilà, ça me paraît très important d'insister sur ça. Qu'est-ce que j'avais encore marqué sur mon petit papier? Vous voyez, il est petit. J'avais marqué laboratoire. Je vous ai dit la citation qui me paraît essentielle. Ce sont les yeux qui sont derrière la machine, qui sont cruciales. Et en effet, la collaboration entre celui du laboratoire ou celle du laboratoire et l'expert ou le conservateur est absolument essentielle, comme est essentielle une autre collaboration sur laquelle je n'insisterai pas assez, jamais assez, qui est celle entre le restaurateur et le conservateur ou l'expert. Une restauration, le restaurateur n'est pas que la main qui exécute ce que le conservateur souhaite. Ce serait réducteur à l'égard du restaurateur. Mais il n'est pas que la main, mais il est la main. Et cette main doit être guidée par le conservateur ou par l'expert. C'est absolument essentiel. Qu'est-ce que j'ai encore marqué sur mon petit papier? Parce que vous êtes tous impatients d'aller prendre un... Si. Oui, une autre petite chose assez curieuse et qui est très difficile à faire comprendre aux collectionneurs, c'est que, en tout cas en ce qui me concerne, je travaille beaucoup mieux sur des photographies en noir et blanc que sur des photographies en couleur. Il y a quelques lignes là-dessus de Longhi qui remontent à 1950, et c'est vrai que pour reconnaître un tableau, pour distinguer, sans qu'on puisse y arriver, une copie d'un original, etc., ce sont les photographies en noir et blanc qui sont bien plus utiles, surtout les bonnes photographies d'autrefois, que les photographies en couleur qui aplatissent tout et qui, à mon avis, font dans une espèce de confiture l'original et le tableau. Ce qui veut dire d'ailleurs, pour compléter l'idée, c'est que c'est, à mon avis, très difficile d'acheter sur catalogue, les catalogues avec des reproductions en couleur, et que, comme on n'a plus de photographies en noir et blanc, il faut aller, hélas ou heureusement, voir le tableau. Je ne sais pas si moi, j'ai beaucoup de mal à travailler avec des photographies en noir et blanc. J'avais marqué ça sur mon petit papier. Je vous ai parlé de la Chioné, évidemment. Et alors, je voudrais, si vous voulez, simplement aussi conclure peut-être sur cette petite remarque toute simple. Le public est convaincu, vos clients, d'une manière plus générale, ceux qui fréquentent les musées, les expositions, qu'un tableau, il est vrai ou il est faux. Et vous savez comme moi qu'il y a une graduation extraordinaire entre le vrai et le faux. C'est cette graduation aussi qu'il faut que vous expliquiez à vos clients. Quand Delacroix copie Rubens, est-ce que c'est un faussaire, un copiste, ou est-ce que c'est Delacroix? C'est quand même, c'est pas la même chose. Et du coup, si vous attribuez une copie à Delacroix, c'est autre chose que de dire copie d'après Rubens. Il y en a des milliers, comme vous le savez, et son intérêt vénal et modeste. Et toute la graduation entre copie, pastiche, réplique, toute cette graduation-là, il faudrait que les gens qui s'intéressent aux choses de l'art le comprennent. Le tout pour dire, et ça sera ma conclusion, je conclus souvent mes petites interventions de cette manière. J'en ai conclu une au Festival Histoire de l'Art qui vient de s'achever dimanche à Fontainebleau, où il y avait quand même, je ne sais pas s'il y avait dans la salle des gens qui sont venus à Fontainebleau. Non, personne. 20 000 personnes quand même. Un festival qui essaie de montrer au grand public ce que c'est que l'histoire de l'art. Cette année, le pays invité, c'était la Grèce. Le thème, c'était le rêve. Non, c'était trois très belles journées. Tout ça, tous vos problèmes, et ils sont nombreux, et je les connais pas tous, bien entendu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Ils sont souvent aussi les problèmes des musées, bien sûr, des musées jeunes générations plus anciennes, problèmes évidemment essentiels. Tous ces problèmes-là ne seront résolus, ou du moins ne seront en voie d'être réglés, qu'à une condition qui est absolument essentielle pour votre avenir, pour l'avenir des musées, c'est l'enseignement d'histoire de l'art dans les lycées. Tant que dans les lycées, vous n'aurez pas une sorte on apprend à lire, on n'apprend pas à écrire, on apprend à lire, on en devrait apprendre à écrire, on ne le fait pas toujours, mais on n'apprend pas à voir.
Et je crois que apprendre à voir est absolument essentiel si vous voulez sauver votre métier et la discipline. Apprendre à voir, les Italiens ont cette chance puisque l'histoire de l'art est obligatoire dans les lycées italiens. C'est le seul pays européen où l'histoire de l'art est obligatoire et on en voit la différence. Si vous venez au Louvre, ce que j'espère vous faites tous les jours, oui, si vous venez là, vous verrez la différence entre les Italiens, qui sont un peu bruyants sans doute, mais quand vous les voyez dans les salles, devant un tableau italien, dire « è nostro », et vous sentez que ça veut dire quelque chose pour eux. C'est très rare chez les visiteurs non italiens. Merci beaucoup. Bravo. Vraiment. Faites attention par là, venez par là. Ah oui, parce que là, il n'y a pas de marche. Quelque chose. Je l'ai dit, vous n'étiez peut-être pas là, vous ne l'avez pas entendu. Sûrement. Je ne suis pas religieux, mais je suis collectionneur. Oui. Donc je suis ravi, j'irai au paradis. Bravo. C'est vrai. Bon, en tout cas, on peut retenir l'idée qui est excellente. Effectivement, c'est peut-être un manque de nos assises, mais puisque nous continuerons sur cette lancée, que nous aurons des assises en 2020, inviter absolument, effectivement, des collectionneurs pour que le débat ait toute l'ampleur nécessaire. Bon, moi, j'ai très peu à dire après cette conclusion de M. Rosenberg. Je dirais que nous avons eu, je crois, c'est le bilan qu'on peut tirer, une discussion ouverte, franche, grâce à l'auditoire d'abord, qui a été parfait, qui a posé les bonnes questions, qui a été très, très attentif, et grâce aux animateurs des tables rondes et aux orateurs de ces tables rondes. Alors vous aurez compris que la conclusion de ce colloque, c'est que l'expert des compagnies est le phénix de ses eaux, le sel de la terre, et que bien évidemment sans expert, mais enfin il y a quand même une réalité, c'est-à-dire que c'est quand même la marque, je dirais, du marché français, hein. C'est un marqueur du marché français, c'est quelque chose qu'il faut défendre, et c'est quelque chose autour duquel nous devons rassembler au maximum. Et je pense que la présence aujourd'hui dans cette salle d'acteurs majeurs du marché contribue à ce que cette discussion prenne toute sa dimension, avec ce que j'indiquais dans mon introduction ce matin, le fait que entre 2016 et 2018, il y a eu une prise de conscience du marché de l'art, et je crois que ça se traduira en particulier à notre niveau par le fait que les compagnies vont accentuer, multiplier les contacts de façon à ce que la discussion sur l'émission de l'expert, sur toutes les questions qui ont été notées aujourd'hui, puisse être éventuellement prendre une forme, soit charte, soit label, qui puisse nous aider à défendre encore une fois cette profession. Voilà, merci encore à vous.